Bienvenue à l'Institut français de Madrid pour un nouvel événement littéraire. Ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Laetitia Colombani. Laetitia Colombani qui a beaucoup de cordes à son arc, puisqu'elle vient à l'origine du monde du cinéma. Elle a étudié le cinéma, elle est scénariste, elle est réalisatrice, elle est également comédienne. Et elle est venue à la littérature avec beaucoup de succès, plus récemment, entre autres avec La Tresse, qui a été publiée en 2017 et qui a connu immédiatement donc un succès public énorme. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de son dernier roman, Les Victorieuses, qui est traduit donc dans les éditions Salamandre. Donc je voudrais également remercier l'éditeur Salamandre, remercier également notre autre partenaire qui est la librairie Passares, et vous pourrez donc acheter le livre et peut-être même Laetitia pourra dédicacer certains de ses ouvrages. Voilà, et pour accompagner Laetitia ce soir et échanger avec elle, nous avons le grand plaisir de recevoir une écrivaine, également une romancière espagnole, hispano-anglaise d'ailleurs, comme on vient de le commenter à l'instant. Donc Berna González Arbor, merci beaucoup de votre présence. Donc quelques mots peut-être pour vous parler aussi de Berna, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc Berna González Arbor est également journaliste. Elle a travaillé au journal El Sol et au Periódico de Catalunya, et elle signe actuellement des articles aussi pour El País. Et donc elle est auteure de romans, plutôt de romans policiers. Peut-être connaissez-vous le personnage très célèbre de la commissaire Ruiz, qui est son personnage qui revient dans ses romans, et elle publie donc en ce moment des romans. Elle travaille sur différents projets, peut-être citer donc Margen de Error, Los cielos siguen sin avisar, Las lágrimas de Claire James, et en 2019 son dernier roman El sueño de la razón, autour évidemment de Goya, comme vous pouvez l'imaginer. Donc merci beaucoup à Laetitia, merci beaucoup à Bernard. Je pense que nous allons passer une excellente soirée en votre compagnie. Vous remerciez à vous tous d'être fidèles aux événements de l'Institut français de Madrid et vous souhaitez une excellente soirée. Merci. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias al Instituto Francés por organizar estas veladas tan ricas. No es la primera en la que tengo el placer de estar, y desde luego es un público muy agradecido y con el que estoy muy contenta de compartir hoy un nuevo encuentro. Gracias a Salamandra, por supuesto, y a Laetitia Colombani, que francesa, aunque con este nombre creo procedente de Córcega, ¿no? Bueno, me ha asombrado mucho Las vencedoras, el libro nuevo, posiblemente ustedes la conocerán por La trenza. En ambos yo creo que podemos definir y encontrar a una autora que es capaz de captar la sensibilidad de lo actual, ¿no? La sensibilidad de la preocupación por las mujeres contemporáneas, sean, iba a decir españolas, no es españolas en este caso, pero sí francesas o canadienses, es decir, de una sociedad occidental, a la vez que capta la sensibilidad de otras mujeres que en el caso de La trenza eran, por ejemplo, una chica india, una chica italiana y una canadiense. En este caso vamos a encontrar muchas mujeres, más incluso que en La trenza. Ya sabéis que en La trenza, supongo que lo habéis leído la mayoría, en La trenza trenzaba, valga la redundancia, las historias de tres personas, tres mujeres. Era una abogada de Canadá, una chica que fabricaba cabello, que recogía cabello para fabricar pelucas en un negocio familiar
en Sicilia, y una mujer india que estaba en la infracasta, digamos, de los intocables. Entonces veíamos ahí tres historias muy dispares pero unidas y por eso trenzadas por, bueno, por un asunto que las va a comunicar, no lo voy a contar por si alguno no lo habéis leído, pero que nos hablaba de mujeres fuertes que cada una en su contexto querían romper sus cadenas. En el caso de las vencedoras tenemos una protagonista principal que es también una abogada en Francia, una abogada bueno, que ha desarrollado su carrera como tantas mujeres de hoy, dejándose la piel, trabajando muchísimo, muchísimas horas, con enorme eficacia, es decir, la historia de nuestras vidas, ¿verdad? Que de repente sufre un trauma, no lo voy a contar todo, ¿no? para dejaros el placer de la lectura, pero vamos a decir que de repente sufre una depresión, un burnout, está quemada, y va a encontrar otro camino. Vamos a dejarla a ella, a Leticia, que como sabéis, y bueno, nos lo ha recordado él, ya sabéis que es actriz, es cineasta, es guionista, pero nos ha regalado este par de novelas que sin duda tienen mucho de mirada de cineasta también, por su luminosidad, pero que son novelas. Entonces vamos a dejarla a ella, Leticia, muchas gracias y bienvenida, que nos cuentes de dónde viene esta historia, ¿no? Esta historia de Solène, esta abogada que está quemada y el camino que va a encontrar. Bonsoir. Le point de départ pour écrire ce roman, Les Victorieuses, ça a été une rencontre tout à fait fortuite avec cet endroit. Je me suis perdue dans ce quartier de Paris que je connais très peu, le 11e arrondissement, et je me suis retrouvée devant un gigantesque bâtiment qui porte le nom Palais de la Femme. Et ce nom-là, Palais de la Femme, m'a intriguée. À ce moment-là, j'étais en train d'écrire La Tresse, j'étais en pleine rédaction. Je faisais des recherches sur ce que vivaient les femmes en Inde, en Sicile, au Canada. Et je me suis dit, tiens, mais et en France, et chez nous, que vivent les femmes? Et il m'a semblé que cet endroit, qui est un des plus grands foyers d'accueil pour femmes en Europe, depuis presque 100 ans, eh bien cet endroit pourrait nous permettre d'explorer ce thème-là, à nouveau le thème de la condition féminine, mais dans notre société, en tout cas la société française, qui pourrait être tout à fait la société espagnole, en tout cas dans une grande capitale d'Occident. Et j'ai commencé des recherches sur le lieu, et j'ai essayé de réfléchir à la façon dont j'allais pouvoir rentrer dans ce lieu, dans cet endroit. Et un jour où je fréquentais le palais, j'ai découvert qu'il y avait un écrivain public qui venait chaque semaine offrir ses services aux résidentes de ce palais, qui sont des femmes qui viennent du monde entier. Certaines parlent très bien le français, d'autres pas du tout. Certaines savent lire, écrire, d'autres pas. Et finalement, cet écrivain public aidait les résidentes à rédiger leur courrier administratif, leurs lettres de demande d'allocation, mais aussi des courriers beaucoup plus personnels. Et il m'a semblé que cet écrivain public pourrait être une porte d'entrée intéressante dans ce lieu et dans mon histoire. Et donc j'ai choisi de faire de Solène, donc une jeune avocate de 40 ans en plein burn-out, la protagoniste principale du roman, de la partie contemporaine du roman, puisque le roman est construit sur deux parties, une partie aujourd'hui, contemporaine, et puis une partie qui se passe dans le Paris des années 1925-1926, date de la fondation du Palais de la Femme. Donc ce personnage, Solène, elle est avocate. C'est un personnage c'est une femme qui en apparence a tout réussi. Elle a réussi ses études, elle est entrée dans un grand cabinet, elle a une carrière exemplaire, et en même temps il lui manque peut-être l'essentiel, c'est-à-dire le sens. Le sens, elle l'a perdu, finalement elle ne sait plus pourquoi elle se lève le matin, elle n'est plus en phase avec sa profession, l'homme qu'elle aimait l'a quittée, et donc elle se retrouve à faire une dépression, un burn-out, et à faire table rase de tout. Elle ne veut plus retourner dans son cabinet d'avocat, elle ne veut plus retourner travailler, elle cherche désespérément quelque chose à quoi se raccrocher, et puis ce quelque chose, ça va être une petite annonce qui dit « Association recherche un écrivain public ». Elle va décider de répondre à l'annonce. Écrivain public, c'est celui qui a les mots et qui peut mettre ses mots au service des autres.
Solène, elle est avocate, donc elle est experte en manipulation des mots. Elle a fait des études de lettres, elle est douée, et donc elle va se servir de ses compétences en lettres pour se rendre dans cet endroit, le Palais de la Femme, et aider les résidentes à rédiger leurs lettres. Et ça va être pour elle une découverte à plusieurs titres, une découverte de ce monde-là. Elle vient d'un milieu aisé, elle n'a jamais mis les pieds dans un foyer pour femmes en difficulté. Et puis ça va être une découverte de cette petite communauté de femmes qui vit dans cet endroit. Et puis ça va être aussi une découverte d'elle-même, puisqu'à travers sa mission d'écrivain public, petit à petit, elle va trouver un sens à sa présence. Elle va trouver, je dirais, quelle est sa place. Elle va se trouver elle-même et elle va se reconstruire, se reconstruire après ce burn-out, se construire différemment au contact de toutes les personnes qu'elle va rencontrer. Muy bien, bueno, como ella misma ha dicho, esta Solène en su depresión se ofrece como voluntaria a una organización y va a dar con este Palacio de Mujeres que ya ha dicho cómo lo conoció. Lo ha estructurado, ella ya lo ha dicho, bueno, está en el presente por un lado esta abogada que empieza a acudir a este hogar, a este hogar de mujeres que viven en precario, y intercala momentos de los años 20 en que tenemos otros dos personajes, Blanche y Albin, que son los que van a fundar este Palacio de Mujeres. Que me encanta el nombre Palacio, porque el Palacio nos lleva a la realeza, nos lleva, bueno, a un sueño de lujo y esplendor que obviamente es lo contrario de lo que viven estas mujeres. No quiero que se me escape luego preguntar por una que quiere escribir a la reina de Inglaterra, hablando de palacios, pero antes vamos a hablar de Blanche y Albin. Ellos forman parte del Ejército de Salvación y Blanche, sobre todo, que es el motor de esa pareja y de esa familia, es la que, viendo mujeres que están en la calle y que sufren prostitución, que están con sus niños en la calle, tiene el impulso contracorriente contra todos los problemas de construir, o de recuperar, de convertir esta enorme casa en un hogar para cientos de chicas precarias. Quiero preguntarte cómo conociste, si son reales, Blanche y Albin, cómo conociste el Ejército de Salvación, cómo conociste las historias de ellos, cómo te has documentado o hasta qué punto es verdad o es documentación, cómo indagaste en la historia de Blanche y Albin, que a mí me interesa mucho, y el Ejército de Salvación. En fait, Albin et Blanche Perron, oui, ils sont tout à fait réels. Ce sont deux personnes qui ont existé et qui étaient des personnalités très importantes de l'armée du salut dans les années 20 en France. Blanche Perron, c'est quelqu'un dont j'ignorais tout. Jusqu'à ce que je fasse des recherches sur le Palais de la Femme, je suis tombée sur son nom et je me suis intéressée à sa vie. J'ai eu du mal à trouver en fait des renseignements, de la documentation sur elle, parce qu'elle a été très injustement effacée de l'histoire. Il est difficile encore aujourd'hui de trouver des documents. Moi j'ai fait appel à des responsables de l'armée du salut pour qu'ils m'ouvrent les archives de l'armée du salut, et là j'ai pu trouver effectivement des documents d'époque, également un livre qui a été écrit dans les années 30 sur sa vie, sur son engagement, sur ce qu'elle a créé avec son mari Albin. Et il m'a semblé que cette femme était étonnante parce que née au 19e siècle, donc à une époque où les femmes n'avaient aucun droit, ni celui de voter, ni celui de travailler, ni de celui de posséder un compte bancaire, ni même celui de faire du vélo ou de porter des pantalons. Et très jeune, Blanche Perron, elle a témoigné une très grande empathie pour les autres. Déjà petite fille, enfant, elle ne supportait pas l'injustice, elle ne supportait pas la souffrance des autres. Et très rapidement, elle a su ce qu'elle voudrait faire de sa vie. Elle ne voulait pas, elle ne se voyait pas femme au foyer, voilà, limitée au contour d'un foyer. Elle voulait voyager, elle voulait se rendre utile, elle voulait faire quelque chose pour les autres. Et à 17 ans, elle s'est engagée dans l'armée du salut, armée qui venait d'être créée en Angleterre par un pasteur, William Booth. Et elle a décidé de vouer toute sa vie à ce combat contre la pauvreté.
Et dans ce cadre-là, elle a rencontré Albin Perron, qui lui était un jeune cadet de l'Armée du Salut également. Et ensemble, Blanche et Albin Perron ont fait beaucoup pour l'Armée du Salut en France, puisque au début du XXe siècle, l'Armée du Salut se portait assez mal en France, elle était très décriée. C'était une organisation protestante dans un pays à dominante catholique, et du coup, l'Armée du Salut était très très mal accueillie et a même failli disparaître, faute de moyens. Et Blanche et Albin Perron se sont battus pour cette organisation, et ils ont fait de l'Armée du Salut en France un poste très important, et ils ont décidé de bâtir des foyers pour les démunis. Le Palais de la Femme, c'est une de leurs plus grandes réalisations, puisque d'ailleurs c'est Blanche qui est à l'initiative de cette idée, créer un foyer, un très grand foyer d'accueil pour les femmes. Il existait à l'époque des foyers d'accueil, majoritairement masculins, et quelques places seulement pour les femmes, et elle voulait aider les femmes qu'elle croisait dans la rue, comme vous l'avez dit, des femmes démunies, des femmes qui venaient d'accoucher dans la rue, des prostituées, des femmes qui étaient maltraitées chez elles, etc. Elle voulait créer comme une grande arche de Noé pour les femmes en difficulté. Et il me semble que cette figure de Blanche Perron, c'est une figure de femme forte, volontaire, courageuse, engagée, et j'avais très envie de lui rendre hommage dans le roman. Donc toutes les informations, toute la vie de Blanche Perron qui est retracée en parallèle en fait, de l'histoire contemporaine de Solène, toute cette vie de Blanche Perron, elle est tirée d'informations réelles. Je n'ai rien inventé, j'ai juste créé une scène qui est la scène du vélo entre Blanche et Albin. Je manquais de renseignements sur cette époque-là, de leur rencontre et sur dans quelles conditions Albin avait demandé Blanche en mariage. Donc, mis à part cette scène qui est fictionnelle, tout le reste est réel, et notamment cette gigantesque souscription qu'ils ont lancée pour acheter ce grand hôtel en plein centre de Paris qui était vide, qui était inoccupé, qui coûtait des millions. Mais toute cette souscription, elle s'est tout à fait déroulée comme ça. Justamente iba a preguntar por esa escena en que se conocen, él se ha fijado en ella y se ha enamorado de ella. Ella es una joven fuerte de 17 años que ya tiene la determinación de dedicar su vida al Ejército de Salvación y a los demás. Y es precisamente, como has dicho, en una bicicleta que además describes como nada, ¿cómo diríamos? Nada confortable, ¿no? Una rueda enorme, muy fácil caerse. Y es precisamente solo cuando ella ve que él le puede ser útil porque le puede enseñar a andar en bici, pone en contradicción sus principios. Ella había hecho votos también de castidad y estos son los principios que va a romper, porque no va a haber voto de castidad, se va a enamorar también de este chico ciclista. Siempre salvas el amor, me da la impresión, ¿no? Tú siempre salvas el amor en tus personajes. Oui, c'est vrai. Et en même temps, dans mes deux romans, je mets vraiment en lumière les personnages de femmes, les personnages féminins qui sont les rôles principaux de mes deux romans. Et en même temps, j'ai envie de montrer qu'il existe des hommes bienveillants, des hommes qui aiment les femmes, qui les respectent et qui les accompagnent. Et Albin Perron était vraiment de cela. Et je pense que dans le cas d'Albin et Blanche, leur amour a transcendé toutes les difficultés. Ils avaient une vie assez âpre, assez difficile, puisqu'ils vivaient comme des soldats salutistes, donc avec très très peu de moyens. Ils vivaient dans la faim, dans le froid, ils ne mangeaient pas tous les jours à leur faim. Mais quelque part, ce lien entre eux, cet amour entre eux et ce même engagement qu'ils partageaient, ces convictions profondes qu'ils partageaient, leur ont permis de traverser les années et de réaliser de grandes choses. Et je trouvais que, oui, j'avais envie de mettre en lumière cette histoire d'amour qui est, je trouve, assez singulière, qui est belle parce que c'est plus qu'une histoire d'amour, c'est plus qu'un couple, c'est vraiment une association, un tandem. Et je trouve que voilà, Blanche et Albin se sont rencontrés à la fin du 19e siècle et Albin a proposé à Blanche un mariage d'égalité. D'ailleurs, le couple a eu 6 enfants ensemble et ils se sont relayés pour s'occuper des enfants. Mais Blanche, à aucun moment, n'a sacrifié son action, pas plus que celle d'Albin. Donc j'ai trouvé que ce couple-là, il était étonnamment moderne, en fait, à une époque où les femmes n'avaient pas droit au chapitre.
Et moi, je m'intéresse aux hommes bienveillants, aux hommes qui aiment les femmes. Et vraiment, cette figure-là de couple, je trouve, est assez exemplaire à ce titre. Y por último, con respecto a ellos, ¿el Ejército de Salvación sigue funcionando y la casa, el palacio sigue funcionando plenamente en París hoy? Oui, le Palais de la Femme existe toujours. Il est resté fidèle à sa vocation d'accueil des femmes en difficulté. Donc il fêtera dans 6 ans, il fêtera ses 100 ans. L'Armée du Salut est toujours très active. Alors l'Armée du Salut, maintenant j'ai appris à connaître un petit peu le fonctionnement et puis j'ai rencontré de nombreux responsables de l'Armée du Salut. Ce sont des gens qui œuvrent tous les jours sur le terrain et qui font très peu parler d'eux, ils font très peu de bruit, on entend très peu parler d'eux, mais ils sont extrêmement actifs dans le domaine de la solidarité. L'Armée du Salut, en tout cas en France, possède des dizaines de centres pour aider les femmes en difficulté, pour aider les enfants en situation de handicap, pour aider les personnes âgées, pour aider partout où la précarité, la misère, la différence peut être aliénante. Eh bien, l'Armée du Salut est là. Et en fait, voilà, ils ne font pas de bruit, mais ils sont vraiment sur le terrain. Je crois qu'en France, c'est la 3e organisation caritative la plus active. Et je trouve que plus que jamais, dans notre société, on a besoin aussi de parler de ceux qui œuvrent pour les autres, qui œuvrent pour la solidarité. Moi, j'ai découvert, en fait, en faisant les recherches pour ce roman, j'ai découvert l'histoire de cette organisation, l'histoire de ce mouvement, qui est une des premières organisations humanitaires à voir le jour, bien avant d'autres organisations qui sont devenues puissantes après la Seconde Guerre mondiale. Là, dès la fin du 19e siècle, les salutistes étaient dans les rues, un peu partout dans le monde, pour aider les autres. Et c'était une organisation qui a toujours été d'une très grande égalité envers les femmes, puisque les soldats salutistes étaient hommes ou femmes, les officières, les officiers étaient traités de manière égale, et les femmes avaient également la liberté de prêcher dans les prêches, puisqu'au départ les salutistes sont des protestants. Maintenant, l'organisation de l'Armée du Salut est en très grande partie laïque, mais à l'époque c'est un groupe de protestants qui avait créé ce mouvement. Les femmes avaient le droit de prêcher, avaient les mêmes charges que les hommes, les mêmes responsabilités, dans un souci d'égalité complète. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en avant dans le livre. Muy bien, volvemos a Solène, la abogada que ha caído en una depresión. Al igual que tu personaje de abogada canadiense, trabajas con mujeres que parece que lo tienen todo, altas profesionales, altamente cualificadas, pero que en un punto se quiebran, ¿no? Tienen un punto de quiebra, de vulnerabilidad. En el caso de la trenza era la enfermedad, en este caso es el suicidio de un cliente, ¿no? Pero es una abogada exitosa, es una abogada que gana los casos y de repente esto la hace derrumbarse. ¿Por qué veo que te interesa este tipo de mujer que parece que lo tiene todo, pero a la vez se quiebra de una circunstancia tan negativa? Oui, parce que ce sont des personnages intéressants. J'aime les personnages, j'aime dépeindre aussi des personnages qui ont des contradictions. Et finalement, le personnage de Solène, comme celui de Sarah dans La Tresse, c'est un personnage qui est porteur de contradictions, puisque en apparence, elle a tout réussi. À l'intérieur, elle s'effondre parce qu'elle manque de sens. Elle a perdu ce qui fait le sel de l'existence, ce qui fait l'intérêt, la raison de se lever le matin. Et je trouvais intéressant de partir pour les Victorieuses d'un personnage anéanti, d'un personnage à terre, pour montrer comment elle va trouver en elle la ressource de se reconstruire. Et je crois aussi que dans La Tresse, c'est ce qui m'intéressait dans ce personnage, c'était le personnage de l'avocate qui découvre qu'elle a un cancer et qui va être déclassée de son métier d'avocate dans le cabinet d'avocat où elle travaille. Ce que je trouve intéressant, c'est de montrer des personnages qui changent de camp. Sarah, la grande avocate canadienne, extrêmement puissante, elle devient presque une intouchable du jour où elle est malade, on la juge. On juge qu'elle n'est plus efficace, qu'elle n'est plus utile, et on la met au placard, et c'est d'une violence extrême. Et en même temps, je pense que ce personnage-là, Sarah,
elle a en elle la capacité de rebondir, et je veux croire qu'à la fin de la tresse, elle va se battre, et je veux croire qu'elle va gagner son combat contre la maladie et réinventer sa vie d'une autre façon, avec peut-être des valeurs plus claires et avec peut-être une vision plus saine aussi du rapport entre son travail, entre sa famille. Je pense que c'est la même chose pour Solène. Ce personnage, à travers tout le roman, elle va remonter, en fait, elle va remonter la pente. Elle était à terre et elle va se reconstruire, notamment aussi au contact des femmes qu'elle va côtoyer au Palais de la Femme. Elle va leur apporter beaucoup, elle va leur apporter ses mots, sa culture, son savoir, et puis ces femmes, elles vont lui apporter aussi beaucoup, elles vont lui apporter, lui donner une raison de se lever le matin, elles vont lui donner une place, elles vont lui donner une importance. Et voilà, j'avais envie de montrer, de mettre en parallèle un personnage qui est brisé face à des femmes qui ont été malmenées par la vie, mais qui sont toutes là pour se relever et montrer comment les unes vont entraîner les autres. C'est aussi quelque chose, une idée qui était sous-jacente pour moi dans la tresse, c'était de montrer comment les trois femmes, elles ne vont jamais se rencontrer, mais l'énergie de l'une peut-être va passer vers l'énergie de l'autre. Et il y a sans doute une forme de solidarité, un lien qui est invisible, inconscient, mais je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup au lien entre les êtres. Et précisément, c'est ce que je voulais illustrer aussi dans Les Victorieuses. Solène, elle va recevoir de la force de la part de ces femmes qui ont toutes des destins très abîmés. Sí, en principio ella es la que va a ayudar a las mujeres que están en precario en este palacio, y son las mujeres las que la ayudan a ella, ¿no? De hecho, es ella la que va a llorar y la van a llevar al zumba para bailar, la van a prestar una camiseta, es decir, constantemente vamos a ver gestos de solidaridad que las igualan, ¿no? ¿El voluntariado es una forma de superar una crisis? Oui, je pense, en tout cas pour Solène, c'est vraiment une manière de faire pour une fois des choses parfaitement gratuitement, sans rien attendre en retour, sans attendre une gratification professionnelle, sociale. C'est quelque chose qu'elle fait, contrairement aux études d'avocate qu'elle a fait pour faire plaisir à ses parents. Là, c'est quelque chose qu'elle fait uniquement pour elle-même, en fait, pour essayer de trouver un sens, pour essayer d'aller mieux. Donc je pense que le bénévolat, se tourner vers les autres, peut sans doute aider à des moments difficiles. Et je pense que dans ce cas-là, on reçoit autant qu'on donne. Donc je voulais montrer que voilà, offrir cette chance à ce personnage et voir ce qui allait se passer, voir ce qui allait naître de la confrontation entre cette avocate qui vient d'un beau quartier, qui a fait de grandes études, qui a un très beau manteau, un très bel ordinateur, et puis qui va débarquer dans ce foyer où les femmes ont à peine 2 € par jour pour manger. J'avais envie de cette confrontation et de me dire qu'est-ce qui viendra de ça, qu'est-ce qui naîtra de ça. Sí, en este camino va a encontrar mujeres que huyen de la ablación, de la calle, de estar sin techo, de la violación. Hay diversas mujeres que nos van a llevar a problemas muy diferentes de los nuestros, pero sin duda enormes, ¿no? ¿Por qué has querido poner el foco, por ejemplo, en la ablación, en la violación, en diversas cuestiones? ¿Por qué has puesto el foco en esos problemas concretos? En fait, pour préparer le roman, je me suis rendue souvent au Palais de la Femme. J'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré aussi des employés, des assistantes sociales, des bénévoles et des permanents qui travaillent là-bas. Et à chaque fois, je leur demandais quelles étaient l'histoire qui les avait marquées, qui les avait touchées. Les femmes parfois venaient se confier de manière naturelle, me raconter des bribes de leur histoire. Et j'ai eu un grand moment de questionnement. Je me suis demandé comment j'allais construire le roman, qui allait être mon personnage principal, comment j'allais aborder tous ces portraits de femmes. Et j'ai passé 6 mois sans arriver à écrire, parce que je me disais, est-ce que au palais, il y a des femmes qui viennent de pays d'Afrique, donc voilà, qui ont fui l'excision. Il y a des femmes qui viennent de pays en guerre, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent de Syrie. Il y a des femmes qui fuient les violences conjugales, des femmes qui sont françaises, qui se sont réfugiées là parce qu'elles se sont enfuies de chez elles. Il y a des femmes qui étaient à la rue, il y a des très jeunes femmes, des femmes avec des bébés, etc.
je me suis dit pourquoi je mettrais en avant l'une plutôt que l'autre, comment je peux structurer mon récit. Et puis c'est là que j'ai eu cette idée d'un écrivain public qui serait extérieur au palais. Parce que finalement, je n'arrivais pas à faire de choix dans toutes les femmes qui vivaient au palais. Je n'arrivais pas à choisir qui allait être le personnage principal. Et c'est pour ça que j'ai créé Solène. C'est un personnage extérieur qui va nous permettre de découvrir toutes ces femmes-là. Et pour moi, elles ont toutes leur place dans le roman, toutes autant les unes que les autres. J'ai récemment rencontré un producteur de télé qui veut faire des victorieuses d'une série et qui m'a dit mais il faut que ce soit une série parce qu'il y a tellement de personnages à raconter, chaque personnalité que croise Solène au palais pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière. Chacune de ces femmes a une histoire, a un destin, a une fêlure, a une fragilité. Chacune de ces femmes est là pour une bonne raison. Et finalement, j'ai choisi de raconter tous ces portraits de femmes-là. Je ne passe pas énormément de temps sur chacune, mais toutes sont présentes. Et toutes ont leur importance dans la construction de ce récit. C'est comme une sorte de tableau de groupe. Et elles sont toutes importantes. C'était une envie pour moi de montrer la diversité de toutes ces femmes qui vivent là-bas, la diversité de leur histoire. Leur seul point commun, c'est finalement qu'elles ont été malmenées par la vie. Ce sont toutes des femmes qui ont vécu des drames. Et en même temps, c'est vraiment un lieu d'espoir, le palais de la femme, parce qu'elles sont toutes là pour se reconstruire. Et c'est la vie qui prime malgré tout ce qu'elles ont vécu. Elles sont extrêmement vivantes et elles avancent et elles regardent devant. Voilà. No siempre consiguen salvarse, ¿no? Hay un caso, bueno, que la va a retrotraer a su cliente que se suicidó. No sé si quieres comentar un poquito esta cuestión o te apetece comentar esta cuestión. No todos se salvan, ¿no? Peut-être dire un mot, il y a un des personnages, oui, dans le roman qui ne s'en sort pas. Et c'était pour moi important de montrer, ce qui comptait pour moi dans ce roman, c'était de faire un portrait juste de cet endroit, le palais de la femme, de ne pas en faire une peinture misérabiliste, glauque, triste, parce que le palais ce n'est pas ça, mais de ne pas non plus en faire un portrait angéliste, parce que c'est un lieu, c'est un foyer où vivent 450 femmes, dans la promiscuité. Et voilà, la cohabitation, elle est parfois difficile. Il y a des femmes qui vivent très bien leur séjour ici. Moi, j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit « Heureusement que ce palais existe parce qu'il m'a sauvée ». Et il y a aussi des femmes qui vivent très très mal le fait d'habiter en foyer. Et donc, il y a un des personnages qui s'en sort pas, enfin qui s'en sort très mal sans dévoiler tout ce qui va se passer. Mais il me semblait important de montrer que parfois, il y a des chemins qui sont parfois très douloureux. Et puis, il y a des chemins qui vont vers l'espoir, il y en a d'autres qui ne s'en sortent pas. C'était important aussi de le dire. En Francia, saliendo ya del libro, ha habido mucho debate y contestación al movimiento Me Too por parte de muchas mujeres, incluso, que han considerado que era, bueno, una exageración o un lujo excesivo. ¿Cuál es tu opinión sobre el movimiento Me Too y esta reflexión que ha llevado a cientos de mujeres en Francia a pronunciarse en contra? Je pense que c'est un mouvement qui est important dans l'histoire, le mouvement MeToo. Je pense que c'est la première fois que les femmes ont pris massivement la parole pour dire non, pour dénoncer ce qu'elles subissent depuis toujours. Je crois qu'aujourd'hui, on est à une époque où les femmes ne veulent plus de toutes ces situations de violence, d'abus en tout genre. Et il me semble que ce mouvement, il est très salutaire. Ensuite, j'étais la première, je suis la première à me méfier beaucoup des réseaux sociaux. Je suis très très peu sur les réseaux sociaux et je m'en méfie. Je me méfie aussi beaucoup des lynchages médiatiques sur les réseaux sociaux parce que je pense que les affaires doivent être jugées en justice devant les tribunaux. Et en même temps, je dois reconnaître que pour l'instant, en tout cas dans mon pays, en France, la justice, je trouve, ne fait pas suffisamment son travail pour protéger les femmes. Je trouve qu'il y a beaucoup de crimes sexuels qui ne sont pas punis ou très très peu punis. Il y a beaucoup de violences conjugales qui ne sont pas prises en compte suffisamment par la police et qui ne sont pas
non plus prises en compte par les tribunaux. Et je pense que le devoir de la société, c'est de protéger les femmes, entre autres. Et je pense que cette prise de conscience MeToo, j'espère qu'elle aidera aussi à former davantage les policiers, par exemple, qui reçoivent des témoignages de femmes qui ont été abusées, de femmes qui sont battues chez elles. On a encore en France beaucoup d'exemples de femmes battues qui repartent du commissariat et qui rentrent chez elles parce qu'elles n'ont pas été écoutées, parce qu'elles n'ont pas été prises en compte. Je pense que la société maintenant doit vraiment évoluer et le mouvement MeToo était pour moi tout à fait nécessaire et très important. Si enfocas en tus libros, tanto en La trenza como en Las vencedoras, como hemos dicho, esa paleta variada de problemas, desde la ablación a las violaciones, o en India, por ejemplo, lo que sufren las mujeres de castas inferiores. En este sentido, estamos, por ejemplo, ante un 8 de marzo, que es el Día de la Reivindicación de la Mujer. ¿Crees que nuestras luchas en Europa ayudan a poner el foco también en las luchas tan diferentes que vienen de otros países? C'est une bonne question. C'est une question, il est difficile d'y répondre. Je reviens juste d'Inde, j'y étais la semaine dernière, je suis rentrée il y a quelques jours. La situation des femmes là-bas est extrêmement différente de la situation des femmes dans nos sociétés occidentales. Les violences là-bas, la discrimination est décuplée, les violences sont visibles et sont absolument effroyables. Je reviens d'un village où on marie les petites filles à l'âge de 13 ans. J'ai rencontré justement des petites filles qui ont fui le mariage qu'on voulait leur imposer. Il y a une réalité extrêmement dure là-bas. Est-ce que nos combats à nous en Occident vont aider là-bas? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a aussi des personnes là-bas qui se battent, qui tentent d'éveiller les consciences. Là, je viens de rencontrer un instituteur qui a créé une école justement dans cette région où les petites filles sont mariées très jeunes, et c'est un instituteur français qui essaye de dire aux parents: ne mariez pas vos filles, envoyez-les à l'école. Et c'est encore un discours qui est nouveau dans ce village. C'est quelque chose qu'aucune des femmes n'a été à l'école. Et voilà, je pense que le chemin, il est long, c'est un chemin complexe. Et je ne saurais pas faire le lien entre nos combats ici et la situation là-bas, parce qu'on est quand même sur des réalités très, très, très différentes. Quisiera preguntarte también por tu vida, ¿por qué escribes? ¿No? Creo que tu madre era bibliotecaria, ¿o es? Cuéntanos un poquito de tus orígenes, tienes apellidos corsos, tu madre era bibliotecaria. Cuéntanos un poquito de tu infancia, de qué te llevó a escribir. Moi, je suis née à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux dans une famille avec donc une mère bibliothécaire, mon père ingénieur dans le monde du bâtiment. Et j'ai toujours eu très tôt beaucoup d'imagination. Voilà, à l'école, j'aimais beaucoup écrire, faire les exercices en français. Et mes professeurs en école primaire avaient remarqué que j'aimais imaginer des histoires, inventer des histoires. Et j'aimais beaucoup lire, bien sûr. Ma mère ramenait beaucoup de livres à la maison. J'aimais aussi beaucoup voir des films. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents, contrairement à Solène dans le roman, qui a des parents qui veulent pour elle un métier entre guillemets classique, des études classiques. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont compris mon envie. Mon envie très tôt était de faire du cinéma. Et comme j'écrivais des histoires, je me suis dit, mais j'ai envie d'être actrice, et puis j'écris des histoires, je pourrais aussi écrire des films, peut-être les mettre en scène. J'avais cette envie-là d'être sur un plateau de cinéma, devant ou derrière la caméra. Et mes parents ont respecté, alors que je viens d'un milieu très éloigné du cinéma, mes parents ont respecté cette envie, cette vocation qui était vraiment profonde, qui était depuis l'enfance, qui était mon rêve d'enfant. Et finalement, ils m'ont dit, d'accord, fais des études, fais une école. Il y a 2 écoles nationales en France, fais au moins une école nationale pour avoir un diplôme, quelque chose de sérieux, parce que nous, on ne connaît personne dans le cinéma, on ne pourra pas du tout t'aider.
Donc au moins rentre dans une école pour avoir comme ça une porte d'entrée dans ce monde-là dont on ignorait tout. Et j'ai eu la chance d'avoir eu des parents très, très intelligents et très bienveillants. Et donc je suis arrivée à 20 ans à Paris, je suis rentrée à l'École nationale supérieure Louis Lumière, qui est une des 2 écoles nationales de cinéma, pour apprendre le métier de cinéaste du côté technique. Et puis en parallèle, je prenais des cours de théâtre. Et puis en parallèle, je continuais à écrire des histoires. J'ai toujours écrit en fait, comme une sorte de hobby, comme un passe-temps. J'écrivais beaucoup de poèmes étant adolescente, j'écrivais aussi des petites nouvelles. Et un de mes professeurs, quand j'avais 10 ans, un de mes professeurs avait dit à mes parents ah mais moi je sais ce qu'elle fera, un jour elle sera écrivain. Moi j'avais dit alors non, ça m'intéresse pas du tout, moi je veux faire du cinéma. C'était vraiment mon rêve, faire du cinéma. Et puis donc j'ai fait du cinéma, je suis rentrée donc à l'école Louis Lumière à 20 ans, et puis j'ai écrit et réalisé des courts-métrages. Puis j'ai fait mon premier long-métrage à l'âge de 25 ans, qui était un film avec Audrey Tautou, qui s'appelait À la folie pas du tout en français. Je crois que le titre en Espagne, il est sorti ici, c'était Solo te tengo a ti, quelque chose comme ça, qui était mon premier film. Et puis j'en ai fait un deuxième en France qui s'appelait Mes stars et moi. Et puis j'ai aussi travaillé pour la scène, j'ai travaillé avec une chanteuse très célèbre en France qui s'appelait France Gall, qui a écrit, j'ai écrit avec elle un spectacle sur les chansons de Michel Berger. J'ai fait différentes choses, j'ai aussi joué dans des films, au théâtre. Et puis arrivé à l'âge de 40 ans, j'ai eu une période un petit peu difficile. Alors c'est pas un burn-out comme Solène, mais c'est une remise en question professionnelle, puisque j'avais plusieurs films en projet qui ne se sont pas tournés, qui ne se sont pas faits. Et je trouvais que le processus au cinéma, le processus d'écriture était très très long, parce que très contraignant, parce qu'il faut écrire pour tel acteur qui a tel âge, et puis ensuite il faut réécrire pour un acteur qui a le double de l'âge, et puis ensuite il faut plaire à tel agent, et plaire à tel financier, et puis le film est trop cher. Cette scène ne peut pas exister parce qu'elle coûte trop cher, il ne faut pas qu'il y ait trop de figurants, pas trop d'effets spéciaux, etc. Et d'un seul coup, j'ai écrit des films où il y avait beaucoup de contraintes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais être débarrassée de toutes les contraintes du cinéma, juste écrire ce que j'aime, écrire ce qui me fait plaisir. Et ce ras-le-bol, il venait après un projet de cinéma que j'avais dû réécrire 24 fois, parce qu'on avait changé d'acteur, on avait changé de producteur, etc. Et je me suis dit, mais j'ai repensé à ce qu'a dit ce professeur quand j'avais 10 ans. Je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas d'écrire un roman en toute liberté? Je prendrais une année sabbatique pour écrire quelque chose de personnel, quelque chose qui me fait plaisir. Et il se trouve que juste à ce moment-là de ma vie, j'ai une de mes très proches amies qui est tombée malade, qui a découvert qu'elle avait un cancer et qui m'a demandé de l'accompagner, choisir sa perruque. Et le jour où je l'ai regardée en train d'essayer différentes perruques, j'ai eu ce flash. L'histoire d'une perruque, l'histoire d'une femme qui est malade, qui a besoin d'une perruque. Mon amie a acheté une perruque faite en cheveux indiens. Et je me suis dit, alors il y aura l'histoire d'une femme en Inde qui va donner ses cheveux. Et puis il faudrait que j'imagine l'histoire au milieu d'une femme qui serait le lien, qui peut-être serait la femme qui va fabriquer les perruques, qui va traiter les cheveux. Et ce jour-là est née l'idée de la tresse. Et je me suis dit, alors oui, je vais prendre une année sabbatique et je vais écrire un livre personnel dédié à mon amie Olivia, qui est malade. Un livre qui va parler des femmes parce que c'est ce qui me touche. Moi j'essayais depuis plusieurs scénarios d'écrire des personnages féminins. Un producteur m'avait dit ça marche pas les personnages féminins, il faut que le héros soit un homme au cinéma, sinon ça fonctionne pas. J'en avais assez de ce genre de discours. Je me suis dit voilà, je prends une année sabbatique, j'écris un livre pour moi. Mon but ce sera d'essayer de trouver un éditeur pour le publier. Et si je trouve pas d'éditeur, je m'auto-publierai sur internet comme font de nombreux auteurs. Et voilà, mais j'aimerais quand même trouver un éditeur pour publier mon livre. Et voilà, ce livre, c'était La Tresse. Après, j'étais heureuse de trouver un éditeur en France intéressé par le manuscrit. Évidemment, je n'imaginais pas du tout. Tout ce qui allait se passer autour du roman. Mais ce que je savais, c'est que le plaisir que j'ai redécouvert le plaisir d'écrire, en fait, ce plaisir que j'avais enfant, d'écrire des poésies, d'écrire des nouvelles sans contrainte, juste en me laissant guider par mon imaginaire, ce plaisir-là, je l'ai retrouvé en écrivant La Tresse, parce que j'ai retrouvé la liberté. Et quelque part, j'ai retrouvé un petit carnet d'ailleurs
je prends des petites notes sur ce que je voudrais faire, ce que j'aime, ce que je me souhaite, etc. Et j'ai retrouvé ce petit carnet, j'avais noté, j'ai adoré écrire ce roman, donc c'était bien avant la parution. Il faut que je me débrouille pour trouver un éditeur et il faut que je trouve le moyen d'écrire d'autres romans. Voilà. Et finalement, ce souhait-là, il est devenu réalité. Et ce plaisir-là, je l'ai aussi retrouvé intact dans l'écriture des Victorieuses, parce que la littérature me permet d'aborder des sujets qui me touchent profondément, qui sont importants pour moi, dans une grande liberté. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours le cinéma dans ma vie, mais l'écriture est vraiment devenue au premier plan. Et pour la petite histoire, quand La Tresse est sortie en France, j'ai fait une dédicace donc, dans une librairie à côté de Bordeaux, qui est donc ma ville d'origine. Et cet instituteur qui m'avait prédit à l'âge de 10 ans que je serais écrivain, il est venu, en fait, il est rentré dans la librairie, je ne l'avais pas revu depuis plus de 30 ans, et il m'a dit, tu vois, j'avais raison. Mais il m'a dit, quand même, t'as mis du temps, mais tu l'as fait. ¿Y qué te aporta ser actriz? ¿Qué te aporta ser cineasta? ¿Qué te aporta ser escritora? Cada una de estas facetas, ¿qué te ha aportado? C'est des activités à la fois différentes, très complémentaires, que j'aime beaucoup. En tout cas, écrire un roman, c'est une rencontre avec soi-même quelque part, parce qu'on est dans une vraie solitude. Personnellement, j'aime profondément ça, parce que je ne me sens pas seule d'ailleurs quand j'écris. Moi, je suis avec mes personnages, je suis en Inde, je suis au Canada, je suis dans le Palais de la Femme, je suis avec Blanche Perron. Je ne me sens jamais seule et je ne m'ennuie pas, je ne vois pas le temps passer. J'aime énormément ces périodes d'écriture où on va chercher en soi, finalement, l'émotion, et on va chercher les personnages, on laisse libre cours à son imaginaire, et ça, c'est quelque chose de formidable. Et j'aime aussi énormément le travail au cinéma, parce que être sur un plateau, c'est quelque chose de très très galvanisant. J'adore le travail en équipe. En fait, ça peut paraître paradoxal, mais pour moi ça l'est pas. J'adore être seule devant mon ordinateur et j'adore être sur un plateau entouré de 50 personnes. Je trouve qu'il y a une énergie au cinéma. C'est un travail de groupe, le cinéma. De tous œuvrer pour la réalisation d'une œuvre commune, c'est quelque chose qui est très fort et ça donne beaucoup d'énergie. Donc j'adore me trouver sur le plateau. J'adore l'étape de préparation du film. J'aime aussi beaucoup l'étape du montage, qui est le montage au cinéma. C'est une forme d'écriture, puisqu'au montage, on peut affiner, on peut couper, on peut réécrire quasiment un film. Toutes ces étapes-là me plaisent énormément. J'adore faire de la mise en scène, parce que quand on part d'une idée qu'on a eue, se retrouver sur un plateau, à diriger des acteurs qu'on a choisis, dans un décor qu'on a conçu, c'est assez magique. Voir ces idées prendre forme, devenir concrètes, et puis ensuite voir un film projeté sous ses yeux, c'est quelque chose d'inouï, c'est quelque chose de très magique. Mais j'aime aussi beaucoup être actrice, parce que je m'amuse. Quand on est à la réalisation d'un film, on contrôle tout, on doit avoir l'œil partout, on s'occupe des autres, on doit diriger l'équipe, on doit diriger les comédiens. Finalement, quand on est acteur, on se laisse porter, on se laisse diriger, et c'est aussi un sentiment très agréable de lâcher prise. Et moi, je m'amuse, je joue au sens comme un enfant. Enfin, je me retrouve enfant, j'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais 11 ans. Je me retrouve enfant sur les scènes de théâtre où je prenais un plaisir infini à jouer, à me déguiser, à me maquiller, à me costumer. Donc ce plaisir-là, il est très grand aussi. En fait, je crois qu'à travers ces différentes activités, ce qui me plaît fondamentalement, c'est toujours raconter une histoire. Qu'on soit un écrivain, qu'on soit metteur en scène ou qu'on soit acteur, on raconte une histoire par différents vecteurs. Et je crois que cet univers de fiction, c'est vraiment ce qui me plaît, ce qui me nourrit, ce qui me remplit. Et ça, j'ai toujours eu ça. Étant enfant, comme je disais, je lisais beaucoup, je voyais beaucoup de films, je vivais beaucoup à travers la fiction. Et je crois que cet univers-là, il me correspond. Bueno, id preparando alguna pregunta que enseguida os daré paso a vuestras curiosidades. En La Trenza he leído que te identificabas con las tres protagonistas, ¿no? En el amor con Julia, la italiana, en la cuestión profesional y social con la mujer canadiense, en la maternidad con la mujer india. ¿Con quién te identificas en Las Vencedoras?
Tú, Leticia, ¿con quién te identificas? J'ai tendance à m'identifier à Solène, bien sûr, même si je n'ai pas fait de burn-out comme elle, et même si moi j'ai eu la chance, comme je disais, d'avoir eu des parents très bienveillants et très intelligents. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais été Solène. Si on m'avait coupé de ma vocation, si j'avais eu des parents qui me disent non, non pour le rêve de cinéma, non pour l'écriture, tu fais voilà, un métier classique, des études classiques, j'aurais pu devenir Solène. J'aurais pu, oui, me couper de ce goût pour l'imaginaire, de cette sensibilité, de cet amour de l'écriture. Donc Solène, j'ai tendance à m'identifier à elle, c'est comme une version de moi-même. Si j'avais eu d'autres parents, en fait, si j'avais fait autrement, je pourrais me retrouver à cet âge-là aussi en quête de sens. Et en même temps, je m'identifie à elle aussi pour une autre raison, c'est que comme elle, je viens d'un milieu protégé. Mon père était ingénieur, ma mère bibliothécaire, donc j'ai grandi dans une banlieue aisée de Bordeaux. J'ai été très préservée du monde de la précarité. Avant d'entrer au Palais de la Femme, je n'avais jamais mis un pied dans un foyer d'accueil, dans un foyer pour femmes. Et donc, comme Solène, j'ai eu un peu peur au départ d'entrer au palais, un peu peur de côtoyer ces femmes. Et puis petit à petit, disons que les femmes que j'ai rencontrées, petit à petit, tout ça s'est humanisé. Le mot précarité, il s'est incarné. Et aujourd'hui, je vais dans cet endroit et je côtoie toutes ces femmes. Je regarde différemment aussi les femmes que je croise dans la rue, les femmes qui tendent la main. Donc pour moi, Solène, le parcours de Solène, le regard de Solène sur ces femmes et sur les personnes sans abri, etc., c'est un peu mon regard. Moi, je me suis trouvée aussi changée. En tout cas, ce livre a changé pas mal de choses pour moi. ¿Continuarás yendo al Palacio de Mujeres? Tu vas continuer à visiter le Palais des Femmes? Oui, je continue à aller là-bas. Là, suite à la lecture du roman, il y a un metteur en scène parisien qui a découvert donc, par le livre le Palais de la Femme, qui est allé voir la directrice et qui a proposé de monter un grand spectacle avec les femmes qui étaient volontaires, d'écrire un spectacle avec elles sur ce qu'elles avaient vécu, sur la vie dans cet endroit. Et donc, il m'a demandé d'être la marraine de ce projet. Et donc, il y a 50 femmes du Palais qui vont se produire à la fin de l'année dans un grand théâtre parisien. Moi, je suis la marraine du projet. Je suis comme ça le projet. Je les ai aidés à trouver une salle de théâtre. Et je continue à me rendre régulièrement au Palais, aussi comme le fait Solène, pour donner. Je donne des vêtements d'enfants, les vêtements de ma fille. Je donne des vêtements à moi. Je donne des livres que j'ai aimés, que je veux faire partager. Et je continue les échanges aussi avec la directrice, qui est vraiment une femme de mon âge, qui est quelqu'un de très dynamique que j'aime beaucoup. Donc l'histoire, elle se poursuit. Muy bien. ¿Qué preguntas? A ver, aquí tenemos alguna. A ver, más manos por ahí. Pero ya la primera surge por ahí. Así que, bueno, vais levantando la mano y os voy dando la mano. Petit souci technique, au cinéma, ça arrive sans arrêt. Sí, antes de nada, enhorabuena por la presentación, que ha sido muy interesante. Dos cuestiones. Enhorabuena por la presentación, que ha sido muy interesante por parte de las dos. Una primera cuestión es si no se está produciendo un cambio de paradigma, porque antes normalmente los escritores eran periodistas, escritores periodistas, escritores al mismo tiempo, y ahora parece que, al menos lo que muestra la editorial Salamandra, es que aparecen actrices, cineastas, gente de teatro, o sea que no sé si esto tiene que ver con un hibridismo de géneros, digamos, artísticos, literarios, etcétera,
o tiene que ver también con la precariedad de los distintos oficios, que a su vez hace que estemos deambulando continuamente de un género a otro. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es si me alegra, porque frente a ese feminismo agresivo que le mete muchísimo miedo a los hombres, que nos hace temblar continuamente e incluso provoca reacciones muy agresivas por su parte, tu propuesta es más bien de inclusión y de tener en cuenta que tiene que haber una colaboración de hombres y mujeres para llevar a cabo una serie de transformaciones que solos y apartados somos incapaces de luego de llevar a ningún lado. Hoy, por ejemplo, el 8 de marzo de aquí de España ya se están viendo unas diferencias a la hora de convocatorias de partidos feministas, etcétera, etcétera, que no tienen un talante muy bueno. Bueno, la pregunta ha quedado. Que van dos preguntas. No, yo se lo resumo, La primera era si, que ahora mismo estamos, la primera la he comprendido, ¿vale? Y la segunda es que no había pregunta, que le gusta su propuesta de feminismo inclusivo, no había pregunta. ¿Alguna pregunta más? Alors, oui, votre première question, moi je trouve qu'on est dans une époque où effectivement les gens peuvent passer d'une activité à une autre. On est dans une époque où il y a des reconversions. En ce qui concerne le fait, quand on est cinéaste, de passer à l'écriture de romans, moi j'ai pas vécu ça comme un changement fondamental parce que j'ai toujours écrit. En tout cas, mon activité principale, c'était de faire du cinéma, mais j'étais principalement scénariste, donc j'ai passé 20 ans à écrire pour le cinéma. Là, je me suis dit, j'écris pour la littérature, mais fondamentalement, je vis de ma plume, en fait, depuis que j'ai 25 ans. Donc, je ne l'ai pas vécu comme un changement radical, drastique. J'ai changé de milieu, mais l'activité, qu'on écrive un script, qu'on écrive un roman, bien sûr, il y a des techniques différentes, mais j'ai aussi écrit pour le théâtre. Je pense qu'on est auteur, en tout cas, dans ces trois cas. Et donc, je ne l'ai pas... voilà, moi, je ne me suis pas dit, c'est un changement radical dans ma vie, j'appartiens au cinéma et je passe dans la littérature. Je pense qu'il existe des ponts entre les métiers. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, je continue à raconter des histoires. Je le faisais au cinéma, je le fais maintenant sous forme de roman. J'ai aussi écrit une pièce de théâtre que je suis en train de monter à Paris. Je trouve que finalement, c'est ces différentes facettes d'une même médaille, je dirais. Pour ce qui est du féminisme, oui, moi je me revendique bien sûr comme féministe parce que pour moi être féministe ça veut dire demander plus d'égalité et plus de justice pour les femmes et je crois beaucoup en un féminisme qui inclut complètement les hommes. Bien sûr, pour moi le féminisme agressif et la guerre des sexes c'est un combat qui est complètement dépassé. Je pense qu'on ne pourra faire changer les choses que avec les hommes, en compagnie des hommes. Et c'est ce combat-là qu'il faut mener ensemble contre les préjugés, contre un ordre établi de la société, contre des habitudes. Je disais tout à l'heure en interview que j'étais en Argentine il y a quelques mois. J'étais assez choquée d'apprendre là-bas qu'il y avait une grande manifestation, donc des femmes, pour demander le droit à l'avortement, et que les hommes avaient été exclus de cette manifestation. Pour moi, c'est une grave erreur. Je pense qu'il faut inclure évidemment les hommes. Il y a des hommes bienveillants, il y a des hommes qui aiment les femmes, qui respectent les femmes, et il faut se battre avec eux. Je pense que tout le monde peut être concerné par cette problématique de demander plus d'égalité, parce que, qu'on soit homme ou femme, on a tous une mère, on a tous une sœur, on a tous une fille. La plupart des hommes ont tout ça, et moi personnellement, je suis mère d'une petite fille. Et j'ai envie, pour ma fille, pour ma petite fille, mon arrière-petite-fille et toutes les générations qui suivront, j'ai envie d'une société moins violente vis-à-vis des femmes, plus égalitaire et plus juste. Et je pense que ce combat est noble, et en tout cas, à travers mes livres, c'est l'idée que j'ai envie de défendre. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí, por favor.
J'ai lu vos 2 livres que j'ai beaucoup aimés. Et vous parliez tout à l'heure d'un réalisateur ou d'un producteur qui avait envie de mettre en scène les Victorieuses pour en faire une série. Et vous n'avez pas envie de le mettre en scène vous-même, puisque vous êtes réalisatrice. Oui, j'aurais envie. En réalité, c'est plus le temps qui me manque parce que je me suis engagée aussi dans un projet au cinéma d'adaptation de La Tresse, qui est en cours de production, et que j'ai aussi un 3e roman en préparation. Et écrire une série, en fait, ça m'intéresserait beaucoup, mais écrire et réaliser une série, c'est vrai que c'est un travail à temps plein, c'est très très prenant. Et donc, j'ai mis ça dans la balance, cette envie-là, et en même temps, ça aurait été renoncer à faire l'adaptation cinéma de La Tresse et renoncer à mon 3e livre qui est déjà commencé. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de déléguer l'écriture et la réalisation de la série. En même temps, je suis aux côtés du producteur, je vais coproduire la série. Donc je reste à ses côtés pour choisir les personnes qui vont intervenir, pour superviser quand même l'écriture. Je garde un œil sur le projet. Mais c'est vrai que autant j'ai pu travailler pour le théâtre, pour le cinéma, mais j'ai jamais travaillé pour la télévision. Et l'écriture de série, c'est aussi une écriture très particulière, très codifiée. Et je pense que ça va me permettre d'apprendre aussi un certain nombre de choses. Mais ça aurait été trop lourd à porter. J'ai aussi les autres projets auxquels je tiens et tout ça aurait été un peu compliqué de tout faire. Et votre 3e roman, c'est une histoire de femme aussi? Oui, mon 3e roman, c'est aussi une histoire de femme. Mais il y a aussi quand même des hommes, en tout cas dans mes romans. Ils ont des rôles secondaires bien sûr, mais ils sont importants, que ce soit dans La Tresse ou dans Les Victorieuses. Et donc il y aura aussi des hommes bienveillants. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si vous étiez imposé un délai particulier pour la rédaction de vos romans. Si la contrainte du temps avait fait partie justement de l'acte d'écriture. Je ne me suis pas réellement imposé de délai. Enfin, je dis ça et en même temps, j'ai toujours tendance, même pour le cinéma, même sur des projets très personnels, à vouloir me fixer des dates en tête parce que ça m'aide à avancer. Sur La Tresse comme sur Les Victorieuses, d'ailleurs, j'ai eu d'abord une période où j'ai fait des recherches et cette période-là s'est étalée sur presque 1 an. Et en parallèle, je travaillais sur des projets de cinéma, des scénarios, etc. Donc, c'était pas du travail à temps plein, mais c'était du travail où je prenais des notes, je réfléchissais. Je pense que c'était un moment de maturation aussi de l'idée du livre. À partir du moment où je me suis vraiment plongée dans l'écriture, où je me suis dit, ça y est, j'ai assez de matière pour commencer à écrire, que ce soit La Tresse ou comme Les Victorieuses, d'ailleurs, j'ai rédigé, il m'a fallu à peu près 4 mois pour rédiger un manuscrit complet, cohérent. J'ai ensuite beaucoup retravaillé La Tresse parce que j'avais écrit vraiment seule, sans éditeur, etc. Donc après, j'ai envoyé mon manuscrit à différents éditeurs. L'éditrice de chez Grasset, Juliette Jost, qui était intéressée par le manuscrit, m'a demandé m'a demandé du retravail. Donc ça a pris quand même du temps de retravailler, de réécrire. Ça a été plus rapide sur Les Victorieuses parce que c'était mon 2e roman. J'ai été accompagnée au cours de l'écriture justement par ces échanges avec elle. J'avais déjà mon éditrice, qui est la même, et donc ça m'a fait gagner du temps, en fait. Mais je dirais que de l'idée, du jour où j'ai eu l'idée pour l'un ou l'autre, au moment où le livre a été complètement achevé, terminé, retravaillé et prêt à être publié, il y a eu à peu près 2 ans. Et là, je vois pour le 3e roman, ça fait à peu près 1 an que je fais des recherches, que je prends des notes, que je fais des voyages, etc. Et là, je sens que je suis prête à me mettre à écrire. No sé si hay alguna pregunta más. Os pido un aplauso para... Y ahora creo, si no me equivoco, que hay firmas, la posibilidad de adquirir los libros y la firma de la autora.